étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter notre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous, pour donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Eric, bonjour Strasbourg, au micro et à la technique, le bicéphale, le quadriman Eric. Bonjour Eric. Bonjour Nabou, bonjour Strasbourg. Alors de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Nabou? Alors Eric, nous parlerons des étudiants étrangers en France en général et du livre intitulé Les fagots du souvenir d'un étudiant sénégalais en France en particulier. Et Eric, as-tu une idée du chiffre ou du nombre d'étudiants étrangers qui sont en France? Alors apparemment, la France compte 310 000 étudiants étrangers en France. Donc, et sur ces 310 000 étudiants étrangers qui sont présents sur notre territoire, il y a près d'un quart qui vient d'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. En tout, ils sont à peu près 72 000. La deuxième provenance, c'est l'Afrique subsaharienne avec le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils sont 62 000 étudiants en France. 50 000 étudiants d'Asie viennent étudier en France et viennent ensuite les ressortissants européens avec l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Ils sont 59 000 étudiants en France. Et puis 50 000 étudiants qui viennent d'Asie, de la Chine, le Vietnam, l'Inde. Loin derrière, on trouve les États-Unis et le Brésil. À l'inverse, les Français qui étudient à l'étranger sont de plus en plus nombreux, près d'1 million aujourd'hui. Plus de la moitié vont dans un autre pays d'Europe. 15% partent en Amérique du Nord et 12% en Asie et en Océanie. Merci Eric pour ce bref rappel statistique des étudiants étrangers. Est-ce que tu peux également nous rappeler qui nous avons comme invité avec nous pour parler du thème et revenir sur son œuvre? Alors l'invité de Strasbourg et d'ailleurs est presque un habitué de l'émission. Il y a à peine un an, il y venait pour déclamer 2 textes tirés du recueil de Les monologues du silence de Psy et nous gratifier avec son ami paterne à la guitare, Tajabound, un classique d'Ismaël Lô. Artiste dans l'acception du terme, il taquine le dos au sol par ses compositions musicales religieuses et manie par le verbe et par la plume la langue française qui lui est chère et que nous aimons tous. Blogueur dans ses heures de folie où sont suspendues ses réflexions et émotions. Notre invité est un jeune Sénégalais âgé de 28 ans et auteur des fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais en France. Amis et fidèles auditeurs et auditrices, nous l'accueillons. Donc c'est Joseph Correa. Bonjour Joseph. Bonjour Nabou. De Strasbourg et d'ailleurs. Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Comme Eric l'a si bien dit, nous avons Joseph Correa avec nous à l'antenne. Encore une fois, bonjour Joseph, on te laisse saluer nos éditeurs et auditrices. Bonjour Nabou, comme tu l'as dit tout à l'heure, je salue l'ensemble de vos auditeurs et vos auditrices. Voilà, bonjour et merci et bienvenue. Merci et bonjour à Eric aussi. Bonjour. D'ailleurs, j'ai une première question à poser, c'est est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que vous avez des commentaires ou des ajouts à faire sur la présentation qui était faite juste à l'instant? Merci déjà pour cette présentation. Je pense que l'essentiel, comme on dit tout le temps, l'essentiel a été dit. En revanche, si j'avais quelques ajouts à faire, ce serait plutôt décliné de façon très très rapide qui je suis. Donc, Nabo l'a rappelé tout à l'heure, je m'appelle Joseph, mon nom de famille est Correa. Alors, je suis un jeune Sénégalais d'origine bissau-guinéenne de par ses parents. Voilà, j'ai grandi au Sénégal dans 2 quartiers différents, donc Thiaroye et Guédiawaye. Et puis à l'âge de 8 ans, donc je suis parti faire mes études dans un internat de prêtres. Je pense que l'essentiel est là. D'accord. Et après, vous êtes venu en France? Pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après mon bac, donc j'ai réfléchi sur les métiers que je voulais faire à l'époque, et j'avais 2 choix. C'était d'abord soit de faire du journalisme dans une école de la place au Sénégal, ou tout simplement aller à la fac, mais que faire? La première proposition ne s'étant pas réalisée, donc je suis parti à l'université pendant 3 ans où j'ai fait des études de littérature au département de lettres modernes. D'accord.
Et puis, direction la France, Clermont-Ferrand. D'accord. Et Strasbourg, au bout de combien de temps? Strasbourg, je rentre dans ma 4e année, c'est ça. D'accord. Et au Sénégal, c'était quelle université? Moi, j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, pendant 3 ans, au département de lettres modernes. D'accord. Alors, nous le disions tout à l'heure que vous êtes auteur et compositeur. Dites-nous peu comment vous, je sais pas comment le dire, comment vous est venue la passion de l'écriture? Très belle question, non? Assez large. Alors, la passion de l'écriture, je l'ai d'abord par la passion de la lecture. Je crois la littérature, c'est 2 choses. C'est écrire et lire. Et l'élément qui me paraît le plus essentiel, le plus central, c'est d'abord la lecture, puis vient la lecture. Et quand j'étais à l'internat des prêtres missionnaires du Sacré-Cœur du Soudan, à l'âge dès le collège, j'étais très porté vers la formation spirituelle et je lisais beaucoup, énormément. Et c'est en lisant que voilà, un jour j'avais envie de m'essayer à l'écriture, mais c'est venu très très tardivement. Je dirais plus quand je suis arrivé en France par la solitude. D'accord. Et parlez-nous un peu de la jeunesse de ce livre là, qui s'appelle Les fagots de souvenirs. Alors, les fagots de souvenirs sont nés dans un contexte assez singulier. D'abord parce que tout simplement, il y a de cela 2 ans, je crois que c'était en 2015, j'étais à Paris pour un Noël. Et au cours du repas, en fait, il y a la femme de mon cousin, en fait, qui m'a demandé ce que je faisais, et je lui disais, j'écrivais quelques textes en dehors de mes études de littérature. Et sur le coup, elle m'a demandé, en fait, est-ce qu'on peut avoir un texte que tu as écrit par toi-même? Et le texte liminaire, je l'avais sorti, elle l'avait lu, elle était artiste elle faisait du théâtre, elle fait du théâtre plutôt. Et après la lecture de ce texte-là, tout le monde disait waouh, c'était pas possible en fait. Et ils me disaient mais qu'est-ce que tu comptes faire de ce texte? Et moi je disais rien, mais écris-nous un livre. Et quelques années de cela, j'avais aussi des camarades de classe à l'époque, des anciens internes, qui m'ont toujours demandé, il nous fallait un texte, un livre peut-être qui parlerait de nous. Et voilà, sur le coup, c'est comme ça qu'est venu en fait le livre Les fagots de souvenirs, que j'ai écrit pratiquement dans mes voyages, mes déplacements en train. J'aime beaucoup le train et j'écris particulièrement quand je suis dans le train. T'as un abonnement? Non, mais je paye quand même mon billet de façon. D'accord. Alors pourquoi c'est pas facile d'écrire dans le train parce que ça secoue dans tous les sens. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Mais il me semble en fait qu'il est plus difficile d'écrire dans un bus que dans un train, parce que tout dépend en fait de là où vous êtes assis. Si vous prenez par exemple les parties couloirs, vous pouvez avoir une espèce de petite table sur laquelle poser un ordinateur. Il suffit juste d'avoir du branchement, un peu d'autonomie et puis de l'imagination. Et pour mon cas, l'imagination vient toujours quand le train part et puis il y a le paysage qui défile. Je dirais pas un romantique, mais quelqu'un qui est assez sensible à la nature et tout ce qui s'y passe. D'accord. Alors pourquoi fagot, Joseph? Merci, bonne question. C'est très bien les questions que vous me posez, parce que fagot, en fait, disons que le titre, je ne sais pas comment m'est venu, mais fagot, d'abord, il faut expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices qu'est-ce que ça veut dire un fagot. Le fagot veut dire en français des petits morceaux. Et d'habitude, dans l'usage courant, on dit fagot de bois ou fagot de quelque chose. Et quand j'ai écrit fagot de souvenirs, c'était tout simplement des petits morceaux de souvenirs dont j'ai vécu particulièrement et dont j'ai jugé utile et intéressant de les partager avec ceux qui constitueront aujourd'hui ou demain mes lecteurs ou mon lectorat. D'accord. Donc voilà pourquoi fagot. Eric? Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait de ton livre avant la pause musicale? Alors, je voudrais vous lire en fait justement ce texte dont je parlais tout à l'heure et qui a été vraiment le point de déclenchement justement de ce livre, Les fagots de souvenirs. Alors, c'est le texte liminaire. Alors, il faut juste une petite chanson d'accompagnement. Voilà, d'accompagnement de Bala Sissoko, et puis voilà. D'accord, donc on la lance en même temps.
J'étais en France. La France de Molière, de Louis XIV, de Victor Hugo, de Rabelais, de Chateaubriand et d'Alfred de Musset. Cette France qui me souriait quand j'étais seul dans mes moments de recueillement à l'internat des prêtres, tenant la gloire de mon père. Cette France qu'on m'avait enseignée depuis ma tendre enfance, qu'on m'avait appris à rêver. J'allais voir la France, la caresser, lui parler. Cette France du quartier latin, de la Tour Eiffel qui pointait ses bouts dans mon poste téléviseur. La France des Champs-Élysées, celle qui ne dort jamais dans Dramos de Kramaralai. Ce pays vivant et bruyant, cette fille aînée de l'église catholique devenue athée, celle des Lumières. Enfin en France. Voilà la phrase qui résonnait dans ma tête. Mais quelle France? Qu'importe. Je voyais ma France se présenter devant la vitre de l'avion et ce moment magique d'atterrissage me procura plus que du bonheur puisque je touchais à mon objectif. Je voyais la France, celle que mes glorieux ancêtres tirailleurs ont libérée de l'emprise allemande, de cette terre impérialiste qui a menti à ma patrie en lui faisant croire qu'elle lui apportait une civilisation. Le rêve était devenu réalité. Chaque pas que je poserai sur cette terre de culture et de littérature fera me remettre dans ceux de mes anciennes idoles, de cette première élite africaine dont leur bravoure est clamée par les cantatrices les plus célèbres et leur épopée inscrite au dos de mes cahiers de leçons. J'étais en France. Merci Joseph pour ce joli extrait. Alors, une petite pause musicale avant de revenir sur les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais en France. D'accord. Alors, comme pause musicale, je vous propose Moriarty, la chanson Jimmy. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Nous sommes avec Joseph Correa qui nous parle de son livre « Les fagots de souvenirs ». Alors Joseph, on va continuer sur la présentation de l'œuvre. Alors quels sont les thèmes qui sont développés dans ton ouvrage et quel est le lien entre ces thèmes-là et ta vie d'étudiant étranger en France? Alors, je peux dire qu'il y a plusieurs thématiques qui sont développées dans le livre, mais on peut en citer quelques-unes. Il y a d'abord le regard qu'un étranger pose en fait sur sa terre d'accueil ou sur sa terre comment ça s'appelle, où il vit en fait. Et cela m'a cela s'est traduit un peu par l'extrait que nous avons lu tout à l'heure. Et puis il y a aussi quelque chose qui me paraissait très important et qui j'ai essayé de réfléchir un tant soit peu. C'était le rapport en fait par rapport à ceux qui nous gouvernent. Et pour l'exemple du Sénégal, c'est assez particulier. On n'est pas en France, donc le contexte change naturellement. C'est le rapport qu'entretiennent ce que par ordre, c'est nous avons les politiciens, les intellectuels et la classe religieuse ou maraboutique en fait. Comment ça se fait que, voilà, depuis 50 ans ou 57 ans d'indépendance, on n'arrive pas à émerger? Qu'est-ce qui ne va pas? Au fond, qu'est-ce que ces personnes à qui on a délégué tout le pouvoir, comment ça s'appelle, qui sont des personnes morales, en fait, de nos institutions? Qu'est-ce qu'ils ont fait justement des pouvoirs que nous leur avons conférés? Et puis il y avait un thème aussi dont je peux citer qui me paraissait aussi important, c'était la question de la reconnaissance, c'est-à-dire comment le rapport d'égal à égal qui doit exister entre les Africains et l'Occident. Donc voilà, dans la foulée, on peut retenir ces trois thèmes majeurs, principaux, voilà. Et vas-y. Je crois là il y avait une question derrière c'était le rapport avec comment ça s'appelle, la vie d'étudiant. Enfin, le livre est construit de façon du début jusqu'à la fin par un regard qu'un étudiant d'abord pose sur lui, d'où le sous-titre, l'adolescent tient la lampe allumée à la lutte, et ça permet dans une certaine mesure d'éclairer un peu le parcours étudiant qui commence dès la préinscription obtenue, le dépôt de visa. Une fois qu'on arrive en France, c'est l'ensemble des procédures assez difficiles souvent qu'on
que l'étudiant est amené à faire. Donc, je pense que Nabou t'en sais largement. Bien et sûr. puis, voilà, tu es aussi apte à même de nous parler de cela. Donc, le livre est vraiment son socle, le reposoir. Voilà, c'est vraiment la condition étudiante des étudiants étrangers, particulièrement en France. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de ces conditions ou... Alors, les conditions, Oui. je trouve que c'est assez difficile parce qu'il y a d'abord un écart climatique Oui. qu'il ne faut pas négliger. Mhm. Vous savez, quand vous vivez dans des pays tropicaux où il peut arriver on a pratiquement tous les jours, c'est l'été. Ce n'est pas la même chose quand vous arrivez en France. J'étais tout à l'heure dans les Vosges et je puis vous dire avec moins 1 degré, quand vous n'avez jamais été confronté à un tel climat qui est aussi rude, mon Dieu, vous ne savez pas où vous donner la tête. Les autres difficultés aussi, c'est quand au fond, nous sommes tous des francophones, mais il y a d'abord la façon dont les gens parlent, leur débit. Au début, t'es complètement, t'es laissé sur le bord de la route, quoi. T'as l'impression que les gens parlent très vite, et lorsque tu n'es pas habitué à des classes qui sont aussi réduites, contrairement à nos grands amphithéâtres qui sont capables d'accueillir plus de 1000 étudiants que nous avons au Sénégal, sur des petites classes de 20 à 30 personnes, ça change. Bien sûr. Et la méthode aussi et l'esprit d'organisation des universités françaises n'est pas tout à fait la même. Ce n'est pas une histoire de lancer des cailloux ou des pierres aux universités sénégalaises, ou histoire aussi de jeter des fleurs aux universités françaises. Mais il me semble qu'ici, contrairement de là où on vient, l'esprit de méthode prévaut sur tout, et ça détermine un tant soit peu les perspectives qui sont envisagées par les étudiants, et ça leur donne plus d'accès, plus de possibilités de réussite que nulle part ailleurs. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a encore des projets d'avenir, un autre livre en perspective? Oui, naturellement. Il y a 2 livres, en fait, qui sont en train d'être... un qui est déjà prêt, qui va faire revenir quelque chose qui me paraît essentiel dans ce monde actuel. C'est la conversation. Comment doit-on la mener? Nous sommes dans un monde où on cherche à communiquer par tous les moyens avec les technologies, les informations l'éthique plutôt. Mais par la même occasion, on ne sait pas trop converser parce que tout le monde est sur son smartphone et puis voilà. Donc ce livre s'intitulera Notes et soupirs, et puis un 3e qui s'appellera Pour mon fils. Probablement si demain je serai amoureux et que j'aurai un enfant. D'accord. Alors peut-être une dernière question. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission ou avant la seconde pause musicale. Quel est l'apport de ce livre aux étudiants étrangers qui se préparent à l'immigration, par exemple, ceux qui sont là-bas et veulent venir ici, par exemple? Quel serait l'apport d'une telle œuvre à leur projet? Merci beaucoup pour la question, Nabou. Je crois, de façon très modeste, ce livre leur permettra, ne serait-ce d'avoir une réalité qui les attend ici en France et ailleurs dans une certaine mesure. Ce livre leur permettra aussi de savoir les difficultés réelles qu'un étudiant qui n'est pas boursier comme moi, quand je suis arrivé en France, peut vivre. Des soirs où pratiquement, lorsque le compte bancaire est gelé, on n'a pas de quoi manger, et voilà, quand on a et que à côté des conditions des difficultés qui s'accumulent, en fait, les résultats scolaires parfois décevants qu'on peut avoir. Ce livre le permettra, ne serait-ce, je dirais de façon très très modeste, de savoir en fait les réalités qui les attendent ici, et de pouvoir déployer dans une autre mesure, mais vraiment toute la patience et toute la discipline qu'il faudra pour réussir. D'accord. Du coup, est-ce que tu as encore un autre extrait à nous proposer? Oui, je voudrais bien vous proposer un petit extrait que je voudrais lire, en fait. C'est parlant tout simplement du rapport que nous avions entre les religieux et les politiciens. Alors, c'est... La compétence devient la vertu suprême de l'Africain qui veut se désaliéner de son peuple. Je rappelle que c'est un extrait du livre de Cheikh Anta Diop. Voilà la nouvelle avant-garde pour tous ceux des enfants de l'Afrique qui prennent des risques dans les domaines les plus divers pour que l'Afrique puisse survivre. Puissent-ils comprendre qu'à la maîtrise des connaissances, il faut ajouter l'organisation pour se maintenir.
Il faut qu'une équipe de chercheurs africains soit créée à toutes les disciplines. C'est de la sorte qu'on mettra les plus efficacement possible la pensée africaine et la pensée scientifique au service du peuple africain. Il faut que les intellectuels soient capables de dégager des perspectives pour l'Afrique, des solutions pour des problèmes qui se posent à l'échelle nationale et une manière qui ne laisse passer aucune possible. Il faut qu'ils se distinguent des esprits qui ne cherchent pas de briller de lumières trompeuses aussi artificielles. Il faut qu'ils sachent ainsi s'imposer à la fois leur efficacité par le goût du travail désintéressé par le peuple et par leur simplicité. Faites un retour vers le passé, même si pour s'y complaire, pour tirer des leçons, car une véritable connaissance des choses du passé peut entretenir dans les mémoires le sentiment d'une continuité historique, et cela est essentiel pour la consolidation d'un État multidimensionnel. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Et nous sommes toujours et encore avec Joseph Correa. Alors, que nous proposes-tu pour cette deuxième et dernière partie, Joseph? Alors, pour cette deuxième et dernière partie, en fait, je vous propose d'écouter des textes qui ne sont, écrits par moi-même et qui ne se trouvent pas dans le livre Les Fagots de souvenirs. C'est un mélange de textes de prose poétique, en fait, qui sont plutôt contenus dans mon blog qui s'appelle Le pouvoir des mots. Joseph 88 de Musset, donc. Alors, pour le premier texte, ça s'appelle Note matinale, en fait. J'ai donné ma force et ma jeunesse, pleuré les belles années perdues, rêvé parfois en couleurs sans cesse, hélas, qui l'aurait cru. Dans mes vaines errances, j'ai connu l'amour, la jalousie, la haine et les rires moqueurs, les longues nuits tristes et sans humour, et me surprendre à écrire avec ardeur. J'ai donné ce que j'avais de plus précieux, tendu mes mains à ces faux messieurs sans scrupules, puis j'ai été déçu. La vie est comme telle, la leçon issue. J'ai connu les doutes, caressé l'espoir, pensé à la mort, goûté à la vie, un besoin plus qu'une envie, puis ce sont mes seuls reposoirs. Des livres j'en ai lus, retournés et consommés, aucun n'était comme les pays visités. Ni les forts et les beaux mots ne m'ont consolé, au contraire ils m'ont tous désolé. Alors j'ai saisi ma plume pour y tracer des lignes, des sentiments et des émotions, raconter mon parcours sans trahison, pardonner tous ceux qui m'ont blessé. Note matinale, Joseph Correa. Donc, est-ce que tu peux encore nous présenter un peu l'origine de ces poèmes ou dans quel contexte tu les as écrits, pourquoi? Alors, je vais vous faire un aveu, ce que je ne fais d'habitude pas de façon très publique. Peut-être avec Nabou, ça pourrait passer, naturellement, puisqu'elle est ma confidente en fait. Alors, ce texte Note matinale a été écrit, je crois l'année dernière, où j'étais avec une fille qui se préparait à rentrer au Sénégal. Et pendant le matin, je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit en fait, comme un bon catholique, quand on se lève, on a besoin de faire une prière ce jour-là. J'ai remplacé cette prière par cette note matinale qui témoignait un peu l'ambiance intérieure qui m'habitait. Mais je vous tairai le nom. Je pense que la réponse suffit à Eric. C'est bon? Oui. C'était juste le contexte, l'idée d'où ça vient. Ouais. Un texte comme ça, il y a toujours une origine et puis c'est toujours bon d'en connaître. Donc, du coup, est-ce que tu en as
d'autre à nous proposer? Il y a un deuxième qui s'intitule « Humble prière du soir ». Il pleut. De ma fenêtre ouverte, le ciel saigne. Mon cœur ne s'est pas ouvert à lui. Comme la colombe, une pensée pieuse s'envole vers ma terre, ma patrie. Le sol est humide, les flasques d'eau se forment, des pieds inconscients viendront y déposer leurs marques enfantines. La terre est mouillée, mon âme est toute sèche, il pleut. Nos têtes aspergées de cette eau qui vient de si loin restent évasives. Les pores de nos corps ne désirent qu'humer ce bel air qui souffle sur la terre des hommes vivants. Il pleut. L'eau arrosera nos cœurs plus arides que le désert du Sahel. Il mouillera mon cœur de souvenirs que seul l'être aimé comprendra. Le bruit n'est pas dansant, il est disharmonique, et dire que nous étions si contents de la nature qui se donne un spectacle à partir de ce moment. Dieu ouvre son cœur à ses créatures à travers la pluie. Il pleut. Les arbres sont enrichis de cette eau qui pénètre sous terre pour la rendre plus vivante, tandis que je mesure la distance circulaire qui me sépare de cette terre qui m'a vu naître, grandir, courir, lutter. Le ciel est désiré, il gronde tandis que les hommes se terrent dans leurs maisons de paille, dans leurs salons. À côté, l'encens monte et envahit l'espace. Elle est du côté de sa fenêtre ouverte, ses larmes ruissellent, car le temps d'attente est plus long que celui de l'espérance. Les gouttes d'eau dégoulinent sur les vitres blanches, ses larmes ne se retiennent plus, elles tombent. Dessine la forme du visage, il pleut. Ils dormiront avec la fraîcheur du soir, ses bras ne connaîtront plus le repos apaisant, ses mains tremblent devant la rigueur des mots, la force des sensations qui essoufflent font gémir. Les idées luttent, la pensée demeure prisonnière de la nostalgie, elle pleure. Nul ne l'entend, le ciel semble être le seul à la comprendre, il pleure avec elle. De cet instant solennel, il gronde, on entend le bruit de ses hoquets, il se tait, ses larmes coulent abondamment. Le recueil est plus que ça, les mains jointes, le regard fixé vers l'éternel, l'âme tout épurée, elle psalmodie des intentions jamais été révélées à aucun être de la terre en silence. Elle déclame des oraisons suaves d'espérance et de réconfort. Elle pousse un soupir, le regard tourné vers la photo de son amant. Elle murmure. Faites qu'il me revienne, mon Dieu. Il pleut. Le ciel est dégagé tandis que son cœur s'assombrit. L'absence de cet être cher lui pèse. Elle soupire. L'eau ruisselle, son corps s'engourdit. Elle soupire et crie. Faites qu'à l'automne prochain, nos regards se croisent. On va peut-être faire une petite pause musicale. D'accord. Et au moment d'annoncer cette pause musicale, je me rends compte qu'on n'a pas présenté la chanson qu'on avait passée avant, sur la précédente pause musicale. Donc avant, c'était Ismaël Lo, la chanson Marie-Lo. Et maintenant, on va passer Baba Mal, et ça va être la chanson qui s'appelle Bouyel. Je ne sais pas si je prononce bien ce truc-là. Oui, exactement, c'est cela. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Vous écoutez encore de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes toujours et encore avec l'invité du jour, Joseph Correa, donc qui nous propose de nouveau un poème à déclamer. Donc tu as la parole, Joseph. Alors, le texte, le dernier d'ailleurs que je vais déclamer s'appelle « Aux envolées lyriques, ma plume chante mes plus belles amitiés ». Donc, c'est un texte qui dit merci à toutes les personnes merveilleuses que j'ai croisées, d'ici et d'ailleurs. On y va. Oui, un peu de temps. J'ai pas... Ouais. Voilà, ça va bien bientôt partir. C'est bon. Parti, parfait. Quand le son du corps aura résonné du haut des montagnes auvergnates jusqu'à ma savane sounugale,
Quand Orphée m'aura prêté son génie de bercer même les âmes les plus rebelles, quand le chant écarlate aura tiré les hommes de leur sommeil et brusqué leurs rêves naïfs, quand les muses souffleront aux poètes les mots les plus suaves de la langue, quand l'oiseau survolera l'Alsace où tombe un hymne au plus cher, je chanterai mes plus belles amitiés. Quand Rousseau du haut du sommet de Vulcania aura souri et cueilli les plus belles fleurs, qui me les porte à Thomas Baliné, qui a rendu mon séjour agréable et rempli mon cœur de plein de beaux souvenirs. Que lui servent sur un plateau doré nos fous rires, nos espérances candides, nos délires que nous nous tapions lors de nos montées sur Paris en passant par Orléans pour aller voir l'Ismarus Correa. Quand les lingers du Sénégal à l'écoute de mes notes endiablées et enchanteresses danseront au pas lascif puis rythmé se tairont, et que leurs bras dessinent un cœur, je visiterai ce soir Papa Moussa Sy. Que mon silence fasse art, que j'entende les murmures de mon âme et que je monologue. De ma ténébreuse raison et de la lumière de ma passion, j'ai découvert avec ce poète que l'amour m'a délivré, son amitié m'a réconforté et sa poésie m'a revigoré dans ma quête. Ni même la rosée du matin aspergeant ma tête, ni même le brouillard qui cache ma route du doute, ni même le froid d'hiver n'a réussi à me faire oublier ma patrie et les gens qui me sont chers. Maillé, vois-tu tes inquiétudes et ta déception ressentie quand la lampe s'éteint, ou que derrière la dernière lueur d'espoir s'estompe à cause d'une bouche aigrie qui souffle sur la bougie ne m'a fait oublier ta sincérité. À toi te sont dédiés ces mots d'amitié. Qu'il court, vole et se pose du haut d'un arbre proche de ta fenêtre où est perché un rossignol qui chantera cette mélodie qui t'est destinée. Que le même oiseau vole et se perche chez Mamadou Ndiaye, qu'elle se perche chez Eric, chez Nabou. À mes envolées lyriques, ma plume chante ses plus belles amitiés. Quand la mort voudra faire table rase de tous ces heureux moments vécus avec vous, ma plume se fera immortelle pour inscrire ces belles amitiés que je chante. Quand la paresse et la mélancolie voudront me faire croire que ma vie est morose, cet hymne sera mon réconfort, cette poésie ma concubine. Dites à César, dites à Mamadou Diop, dites à Amina, dites à Simon, dites à toutes les personnes que j'ai connues ici et d'ailleurs, que l'adolescent tient la lampe adulte à l'adulte que je suis devenu pour mesurer la distance parcourue avec vous. Même la distance ne m'a pas empêché de vous aimer et de vous porter toujours dans ce cœur. À mes envolées dithyrambiques, ma plume chante ses plus belles amitiés. Merci Joseph. Voilà. Alors après toutes ces lectures, là, j'avais aussi envie de partager un petit truc. Bon, c'était aussi suite à un événement qui s'est passé hier où il y a une grand mouvement de manifestation contre l'ouverture d'un local d'une association d'extrême droite qui a déjà ouvert d'autres locaux dans d'autres villes, ce qui a fini par provoquer un certain nombre de problèmes, ce qui leur a permis de se coordonner pour mener des actions violentes et même des actions violentes et d'éclat et des coups d'éclat. Et donc du coup on était quelques-uns à manifester à Strasbourg hier. À mon sens pas assez nombreux, et du coup je vais vous lire un petit texte qui a pour vocation de réveiller un tout petit peu les consciences et les gens. Alors c'est « Je hais les indifférents ». Comme Friedrich Hebel, je pense que vivre c'est résister. Il ne peut y avoir seulement des hommes, des étrangers à la cité. Un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L'indifférence, c'est l'aboulie, le parasitisme et la lâcheté, non la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire, c'est le boulet de plomb de l'inventeur, la matière inerte où s'enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants. Le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides, mieux encore que la poitrine de ses guerriers. Parce qu'il engloutit les assaillants dans ses coulées de limon, parce qu'il décime et les décourage jusqu'à faire renoncer parfois à leur entreprise héroïque. L'indifférence opère puissamment à travers l'histoire. Elle opère de manière passive, mais elle opère. C'est la fatalité, c'est ce sur quoi on ne peut pas compter. C'est ce qui bouleverse les programmes, qui renverse les plans les mieux construits. C'est la matière brute qui se rebelle contre l'intelligence et vient l'étrangler. Ce qui se passe
le mal qui frappe tout le monde, le bien possible qu'un acte héroïque de valeur universelle peut engendrer, est moins dû à l'initiative de quelques individus qui travaillent qu'à l'indifférence et à l'absentéisme du plus grand nombre. Ce qui advient n'advient pas tant parce que quelques-uns veulent que cela advienne, que parce que la masse des hommes abdique sa volonté, laisse faire, laisse s'amasser les nœuds que seule une épée pourra ensuite trancher. Laisse promulguer les lois que seule une révolte pourra ensuite abroger. Laisse arriver au pouvoir les hommes que seule une mutinerie pourra ensuite renverser. En réalité, la fatalité qui semble dominer l'histoire n'est rien d'autre que l'apparence illusoire de cette indifférence, de cet absentéisme. Des faits mûris en l'ombre, quelques mains qui échappent à tout contrôle, tissent la toile de la vie collective et la masse l'ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Les destins d'une époque se trouvent ainsi manipulés en fonction des visions étroites, des objectifs immédiats et des ambitions et des passions personnelles de petits groupes actifs. Et la masse l'ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Mais les faits qui ont mûri finissent par se déclarer. Mais la toile tissée dans l'ombre est enfin achevée, et alors il semble que la fatalité emporte les choses et les hommes. Il semble que l'histoire ne soit qu'un énorme phénomène naturel, une éruption, un tremblement de terre, duquel nous tous sommes victimes. Ceux qui l'ont voulu et ceux qui ne l'ont pas voulu. Ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Ceux qui avaient une part active et ceux qui étaient indifférents. Et ces derniers se fâchent, voudraient échapper aux conséquences qu'il soit clair que non, ils ne voulaient pas cela. Que non, ils ne sont pas responsables. Certains se mettent à pleurnicher de manière pathétique, d'autres blasphèment de manière obscène, mais rares sont ceux qui se demandent « Et si moi aussi j'avais fait mon devoir ? Si j'avais tenté de faire valoir ma volonté, mon avis, est-ce que ce qui s'est passé se serait passé ?» Pourtant, ils sont rares ceux qui se reprochent leur indifférence, leur scepticisme, et plus rares encore ceux qui regrettent de ne pas avoir prêté leurs bras et leur activité à ces groupes de citoyens qui ont combattu et se sont proposés de procurer tel ou tel bien précisément pour éviter le mal. La plupart d'entre eux, au contraire, une fois que les événements ont eu lieu, préfèrent parler d'échecs, idéaux, de programmes qui se sont effondrés de manière définitive, et d'autres aménités. Ils recommencent ainsi à refuser toute responsabilité, quelle qu'elle soit. Le problème n'est pas qu'ils ne voient pas clairement dans les choses, ou qu'ils ne soient pas capables d'envisager des solutions pour les problèmes les plus urgents, ou pour d'autres problèmes, qui, s'ils exigent de savoir un peu, de savoir et de temps, n'en sont pas moins urgents eux aussi. Mais ces solutions restent superbement infécondes. Mais cette contribution à la vie collective n'est animée par aucune lumière morale. C'est le produit de curiosité intellectuelle et non pas de ce sens poignant des responsabilités historiques qui demande à tous les êtres actifs dans la vie et qui n'admet pas les agnosticismes ou les indifférences d'aucun genre que ce soit. Je hais aussi les indifférents en raison de l'ennui que me procure leur pleurnicherie des éternels innocents. Je demande des comptes à chacun d'entre eux. Comment pouvez-vous assumer la tâche que la vie vous a confiée et qu'elle vous confie tous les jours? Je demande, qu'avez-vous fait? Et surtout, que n'avez-vous pas fait? Et je sens que je pourrais être inexorable et que je ne vais pas gaspiller ma pitié, que je ne vais pas pleurer avec eux, que je suis résistant, je vis, je sens déjà battre dans les consciences viriles de mon camp l'activité des cités futures que nous sommes en train de construire. Et dans ce camp, la chaîne sociale n'épargne personne. Et dans ce camp, ce qui arrive n'est pas dû au hasard ou à la fatalité. C'est l'œuvre intelligente des citoyens. Dans mon camp, personne ne reste à la fenêtre à regarder un petit nombre se sacrifier et se saigner en se sacrifiant. Et jamais celui qui reste à la fenêtre en embuscade ne veut profiter du peu de bien que l'activité de ce petit nombre peut apporter. Jamais il ne défoule sa déception en insultant le sacrifié, le saigner parce qu'il aurait échoué dans son intention. Je suis en vie, je suis résistant, c'est pourquoi je hais ceux qui ne résistent pas, c'est pourquoi je hais les indifférents. C'est un petit texte d'Antonio Gramsci. Wow. Merci beaucoup, Eric. Merci, Joseph. Alors, notre émission tire à sa fin. Alors, avant juste de vous dire au revoir et vous donner rendez-vous la semaine prochaine, Eric a une petite annonce à vous faire du groupe Culture du Conseil des résidents étrangers. Alors, il ne faut pas oublier que le groupe Culture, pour les visites du 7 janvier et du 4 février, organise encore leur système de, comment on appelle ça nouveau, d'ambassadeurs. Voilà, où on pouvait assister aux visites du musée avec un traducteur avec des traducteurs qui traduisent la visite en arabe, en azéri, en berbère, en chinois mandarin, en espagnol, en grec, en italien, en persan, en portugais, en russe et en turc.
Donc du coup, il faudra vous signaler au musée d'art moderne sur le site www.museestrasbourg.eu. L'entrée est gratuite. Et puis du coup, il y aura quelqu'un qui sera toujours là pour attendre avec vous, pour pouvoir traduire dans votre langue ce que la visite vous propose. Voilà. Parfait. Merci encore à nos chers auditrices et auditeurs et rendez-vous est pris la semaine prochaine, même fréquence. Merci beaucoup à Joseph donc pour la présentation de son œuvre que nous vous invitons tous et toutes à lire, donc les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais en France. Un mot de la fin, Joseph? Merci à Eric, merci à Nabou, et puis une pensée spéciale à Jean d'Ormesson qui nous a quittés, et une pensée spéciale également à Sadakan à qui je dédie cette émission. Merci à vous. Merci Eric. Et n'oubliez pas de liker notre page Facebook et tout de suite Afrique Hebdo.